Bon matin tout le monde, c'est votre topo des marchés en ce dimanche 27 mars 2022. Moi c'est Éric Fournier, directeur département grains commodités chez Bernard Breton Incorporé. Au cours de la dernière semaine, j'ai pas besoin de vous rappeler que le conflit en Ukraine demeure le centre d'attention des marchés, avec la volatilité que ça peut impliquer. Par contre, comme on peut le voir ici sur le graphique du maïs, peut-être un peu plus de stabilité. Je pèse mes mots quand je parle de stabilité ici, mais un peu moins de volatilité au cours de la dernière semaine. Je devrais dire ça comme ça, ce serait peut-être probablement plus juste. Là, ce qui va retenir l'attention au cours de la prochaine semaine, deux rapports importants du SDA, si on tourne de notre côté de l'océan. Le premier, ça va être le 30 mars, le Hogs and Pigs, c'est un rapport qui sort une fois tous les 3 mois, qui nous remet à jour là, les inventaires actuels aux États-Unis et la production à venir avec les intentions de mise bas, etc. Ça permet de se remettre un peu, d'être capable de mieux planifier peut-être la production à venir et anticiper un peu les variations que ça pourrait impliquer au niveau des prix. 31 mars, c'est les intentions d'ensemencement, ça fait longtemps qu'on parle de ce rapport-là. Les derniers sondages à ce niveau-là sont un peu, comment je pourrais dire ça? Les chiffres des sondages des firmes privées qui ont été faits là, dans le cours des dernières semaines indiquent des superficies assez semblables à ce qu'on avait l'année passée. Même le dernier sondage de ProFarmer, là, une firme américaine, on parle de 91,9 millions d'acres dans le maïs, qui serait un recul de 1,5. Dans le soya, on parle de 87,8 millions d'acres, ce serait un petit 600 000 acres de plus que l'an dernier. Et dans le blé, on parle de 48,5 millions d'acres, ce serait une hausse de 1,8 millions. Mais quand on met maïs dans ces chiffres-là, si on met le maïs soya ensemble, ça voudrait dire des superficies moins grandes cette année maïs soya que ce qu'on a eu l'an dernier. Donc, pour ceux qui s'attendaient à des gros changements au niveau des superficies, puis c'est pas le premier sondage qui sort avec des chiffres, les chiffres sortent à peu près toujours dans les mêmes eaux. En tout cas, j'ai hâte de voir, c'est sûr que si le rapport de jeudi de l'USDA, le rapport officiel, sort avec des superficies vraiment loin de ce qu'on voit là, ça pourrait amener beaucoup de volatilité dans les marchés, mais il reste que ce qu'on s'attend en fait, c'est un léger recul dans le maïs pour une hausse un peu moindre dans le soya. Donc ça va être à suivre de près, je vous reviendrai là, possiblement en cours de la semaine là, avec les chiffres officiels qui sont sortis de ce rapport-là. Si on revient au niveau des marchés à terme, vous voyez le maïs a progressé de 1,6% au cours de la dernière semaine. Quand on regarde le graphique, tu vois qu'on se maintient présentement dans les sommets pour le marché à terme. Au niveau technique, si on va voir nos indicateurs techniques pour le maïs, on voit que au niveau des moyennes mobiles, c'est un indicateur fort d'achat. Par contre, c'est plus mitigé au niveau des autres indicateurs. On en a 10 qui sont au neutre présentement, 13 acheteurs, 3 en mode vente. Donc, le calme commence à revenir un peu sur ce marché-là. Et un élément que je voulais attirer votre attention, le RSI, vous voyez, il y a une tendance à la baisse, le RSI, alors que le marché est plutôt stable. En tout cas, on verra, c'est un des indicateurs, un parmi tant d'autres, mais comme je l'avais déjà mentionné, quand les marchés sont tellement volatiles comme ça, des fois les indicateurs techniques sont un peu moins efficaces que ce qu'ils devraient être. Maintenant, du côté de la fève soya, là aussi, on se maintient au niveau on se maintient à tout près des sommets. De la dernière année, en fait, là, au cours de la dernière semaine, ben, c'est une progression de 2,5% là, de la valeur des contrats à terme du soya. On va aller voir nos indicateurs techniques. C'est assez semblable à ce qu'on vient de voir pour le maïs. Hein? Un peu d'indicateur neutre, plus encore acheteur, ce qui fait que notre indicateur est encore en mode achat, mais là aussi, le marché commence à se calmer. Là aussi, le RSI me questionne un peu. Vous voyez, une tendance à la baisse sur le RSI, alors que la tendance est clairement à la hausse là, sur la valeur du contrat. Fait que, possiblement un peu de calme là, dans les prochaines semaines et peut-être même peut-être un petit recul à prévoir si le RSI nous indique la bonne chose. Tourteau de soya. Même chose, hein, on progresse à peu près dans les mêmes eaux, un 2,2%, même 2,3% si j'arrondis là, au cours de la dernière semaine. Vous voyez qu'on est encore, on a fait des nouveaux sommets là, pour le tourteau cette semaine. Malgré que l'Argentine est indiquée dimanche dernier
qu'elle donnait la permission, parce que vous vous souvenez qu'elle avait bloqué les exportations là, dans le tourteau et dans la fève soya. Là, le marché est réouvert, ça n'a pas empêché le marché à terme de continuer de progresser. Ça aurait dû être un élément négatif pour le marché à terme. Ça n'a pas été vraiment le cas, comme on peut le constater. Les prix sont toujours en tendance à la hausse. Dans le blé c'est un des grains les plus impactés, le blé et le maïs là, avec le conflit en Ukraine. C'est pour ça qu'on les suit de près. Vous voyez que les sommets ont été touchés là, dans la dernière semaine, il y a de ça quelques semaines, je devrais dire. Mais ça n'a pas empêché les prix cette semaine de terminer en hausse de 3,6%, mais on est loin des sommets qui avaient été touchés. Vous voyez, le sommet était à 13,60 du boisseau. On termine la semaine à 11$ du boisseau, donc un peu plus de calme à ce niveau-là. La direction que les prix vont prendre, bien évidemment, c'est qu'est-ce qui va se semer en Ukraine, et si ça en sème, est-ce qu'on va être capable de récolter par la suite, et est-ce qu'on va être capable d'exporter surtout? Si le conflit perdure, est-ce que la Russie va prendre vraiment le contrôle de l'Ukraine? C'est toutes les questions qu'on peut se poser présentement, donc ce qui va garder les prix, évidemment, à des niveaux très élevés, historiquement très élevés, tant et aussi longtemps qu'on y verra pas plus clair à ce chapitre. Maintenant, du côté de la viande, on va aller voir le contrat de porc. C'est les mêmes tendances que dans le grain, hein, des nouveaux sommets cette semaine. On termine la semaine, en fait, dans le haut du contrat. Ici, c'est le contrat du mois de juin à 1,26$ la livre. C'est des niveaux très, très, très élevés pour la période de l'année. Si vous vous souvenez, l'an dernier, on tournait plutôt autour de 1,20$. On est déjà à 1,26$. On est encore en mars. Donc, je ne serais pas surpris de voir les prix se rendre à 1,30 assez prochainement là-dedans. Vous voyez, au cours de la dernière semaine, hein, c'est une progression de 8,4% quand même, une hausse très élevée pour le porc. Si on voit ce que ça donne en dollars canadiens, vous voyez, hein, 320$ ici du 100 kg, c'est notre contrat de juin que j'ai converti en dollars canadiens, ce qui fait 320$ du 100 kg. Ici, j'ai fait quelques petits calculs pour vous. Hein, la moyenne 12 mois, c'est-à-dire avril 2022 à mars 2023. Vous pouvez vous asseoir dans votre chaise. 265$ du 100 kg pour 12 mois. Malgré ça, vous avez vu le prix des grains qui continue à progresser. Ça nous laisse une marge entre 15 et 20$ du porc pour 12 mois, qui est en passant ici, historiquement très élevé, là, une marge de 20$ sur 12 mois. On n'a pas goûté à ça très souvent. Mais le prix des grains vient quand même avec un prix à 265 du 100 kg. Si on avait un coût de production qui était plus autour de 210-215, qui est la normale, vous voyez que la marge est plutôt de 50, mais on s'en tire avec un 15-20, malgré des prix très 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 élevés pour le coût d'alimentation. Les abattages cette semaine aux États-Unis, hein, si vous vous demandez pourquoi on touche des sommets comme ça, ben on est encore à moins 5% sur les volumes de l'an dernier. C'est pour ça que le Hogs and Pigs de jeudi va être très 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 intéressant et suivi, parce qu'on va remettre les pendules à l'heure, parce que depuis le début de l'année, c'est un recul de presque 8% là, de la production après 3 mois. Le Hogs and Pigs de décembre nous avait indiqué plutôt un recul entre 5 et 6, donc ça va être à suivre de très près les chiffres là, dans les inventaires, surtout les porcs lourds, là, si on veut savoir ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, là, ce qui est du 120 livres et plus. Ça va être très 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 intéressant. Si le chiffre devait sortir plus élevé que ce qu'on s'attend, ben peut-être qu'il pourrait avoir un recul, mais si on confirme la baisse actuelle de production qui pourrait se poursuivre dans les prochaines semaines, ben évidemment que ça a un impact. Ça va avoir un impact positif. Je ne sais pas que ça va faire exploser les prix, mais ça va aider à maintenir les prix actuels sur le marché à terme. Et une petite note ici sur le marché chinois, parce que les exportations présentement dans le port, on se le cachera pas, c'est très 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 mollo, mais ça n'empêche pas d'avoir des prix extrêmement élevés. Donc la baisse du marché d'exportation, en fait, est annulée par l'effet de baisse de production. Donc on parle de baisse de production de 8%. Si on multiplie ça par 4, ben ça représente une baisse des exportations de 32%. Pourquoi par 4? Parce qu'il y a à peu près le 25% de la production américaine qui prend le chemin de l'exportation. Donc, c'est pour ça que je mets mon effet multiplicateur sur la baisse de production. Donc, on parle actuellement d'une baisse des exportations d'environ 20%. Je viens de mentionner 32% pour annuler complètement l'effet
de baisse de production. Donc, vous voyez qu'il y a un petit manque à gagner là-dessus qui fait que les prix sont extrêmement... qui va aider à garder, en fait, les prix extrêmement élevés. Marché chinois, ben vous allez voir ici avec le graphique que je vous ai mis, c'est pas demain la veille que les prix, en tout cas, les prix pourraient rebondir en Chine. Ici, c'est le contrat du mois de mai. Vous voyez, ici, on recule du mois de décembre. Donc, en fait, depuis le début de l'année, les prix ne font que reculer sur le marché chinois. Si on voit sur une moyenne annuelle ici, c'est des prix à chaque semaine. Vous voyez qu'on a reculé jusqu'au mois de mai l'an dernier. Vous voyez qu'on est parti de 20 à presque à 12, et puis on s'approche tranquillement de passer la barre sous la barre du 12, parce qu'en fait, le contrat de mars est encore actif là. Sur le marché chinois, on est à 11 et quelques poussières présentement là-dessus. Donc, ça pour dire que les prix, la baisse de prix en Chine ça signifie qu'on n'aura probablement pas une excitation des acheteurs chinois pour acheter sur le marché international dans les prochaines semaines. Est-ce qu'il pourrait y avoir un revirement? Plusieurs analystes s'entendent pour dire que ça pourrait arriver plutôt après l'été, là, ou même à l'été. Pour terminer l'année, il y aura un rebond, là. Il y a une liquidation, on entend parler de liquidation de troupeaux présentement. Curieusement, après avoir eu la PPA, là, on est encore en train de liquider parce que les marges sont extrêmement négatives. Est-ce que ça pourrait finalement rebondir et repartir le marché d'exportation pour l'automne? On verra, mais présentement, je pense que le marché chinois, tout ça pour dire que le marché chinois est pas à l'équilibre, parce qu'avec des prix qui baissent, ça veut dire qu'il y a un surplus sur le marché. Mais est-ce qu'on va trouver un équilibre avant de dire qu'on est obligé de réimporter massivement? On verra, hein, c'est le futur qui nous le dira. Maintenant, pour terminer, dollar canadien, semaine extrêmement intéressante, tout dépendant de quel côté on se place. Disons que une hausse, on peut dire intéressante, ce qui fait diminuer le prix de nos grains pour les acheteurs de grains. Par contre, pour le porc, c'est négatif. Hein? Ça peut représenter 5 à 6 dollars la hausse de cette semaine sur le prix du porc, le prix payé, parce que plus le dollar canadien est fort, plus ça impacte sur le prix du porc ici au Québec, parce qu'on est sur une base une référence américaine, en fait, là. Donc, tout dépendant de quel côté on se place, mais tout ça pour dire que le dollar canadien a progressé cette semaine. On termine, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. On a terminé la semaine en haut de la barre des 80. Est-ce que cette tendance-là va se maintenir? On verra dans les prochaines semaines. Les dernières fois qu'il est allé, vous voyez le graphique, hein, la dernière fois qu'on a touché le 80, ça n'a pas duré très longtemps et ça a rechuté rapidement. Est-ce que là, on va faire différemment et on va trouver une nouvelle tendance? Les prévisions sur le dollar canadien sont, comment je pourrais dire ça, sont extrêmement larges. Hein. Il y en a qui voient le dollar canadien, certaines institutions financières qui voient le dollar canadien aussi bas qu'à 76, alors que d'autres sont à 82, 83. Donc, les économistes aussi, les boules de cristal, je pense, sont un peu embrouillés hein, dans tout ce marché. Une fois sorti de la pandémie, les questions d'inflation, la guerre en Ukraine, on ne sait pas trop quel impact que ça va avoir en fait sur l'économie mondiale. Donc, ça pour dire que les prévisions sont larges là-dedans. Est-ce que c'est clair que le dollar canadien peut aller plus haut? Peut-être. Est-ce qu'il peut redescendre? Peut-être aussi. Mais tout ce que je peux vous affirmer, c'est qu'on a franchi la barre des 80 au cours de la dernière semaine. Ça compléterait pour cette semaine. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Écoutez, gênez-vous pas, hein, si vous voulez que je discute de choses que je fais pas normalement, que vous allez dire hey, ça aurait été intéressant qu'on en parle. Écoute, faites-moi signe, ça va me faire plaisir d'ajouter ça à ma petite capsule. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Et merci, on se parle la semaine prochaine. Merci, bonjour.